Les amis, c'était pas Yannick Sinner sur le cours aujourd'hui, c'était Yannick Terminator qui laisse 3 jeux simplement à Jiri LHK. On va analyser en détail sa nouvelle position au retour de service. Vous allez le voir, c'est l'un des gros morceaux de cette vidéo, une vidéo un peu plus technique que d'habitude. On va également parler de la masterclass de Draper contre Fonseca, Fils blessé et peut-être même absent à Wimbledon, ça c'est la mauvaise nouvelle de la journée. C'est le programme Arnoldesque de ton nouveau digest de Roland Garros. Je te laisse claquer ton plus beau pouce entre chagotes, tu connais la musique, t'abonner également pour ne rien manquer de mes quotidiennes de Roland Garros et on attaque juste après ça. On attaque ce côté réseau avec la mauvaise info d'hier et de ce matin. Arthur Fils forfait face à Andrei Rublev pour son 3e tour à Roland Garros. C'est une nouvelle qui fait mal, on n'est pas non plus méga surpris après ce qui s'était passé face à Munar avec des crampes et aussi manifestement nous l'explique le délicieux Quentin Moinet. Fracture de fatigue pour Arthur Fils au niveau du dos, 4 à 6 semaines d'arrêt par conséquent, et donc il sera très incertain à Wimbledon. Arthur qui a précisé en conférence de presse que les problèmes de dos ils étaient déjà présents avant le tournoi. Il a pris la décision de jouer à Roland Garros et malheureusement ça s'est aggravé contre Munar. Il a aussi rappelé à Munar que l'Espagnol était un peu en mode bon, c'était que des crampes, il avait pas de soucis plus que ça. Eh bien si, Raoumé, eh bien si, il y avait un problème plus grave que les crampes, c'était une blessure au dos, et d'ailleurs Arthur qui précise, hein, c'est une blessure qu'il connaît bien, ça ne m'inquiète pas tant que ça. Il dit j'ai 20 ans, je vais pas non plus essayer de forcer pour Wimbledon, la saison est encore longue, etc. etc. Alors moi je me pose 2 questions. Au niveau du dos, est-ce que c'est le service où on le voit quand même, il est assez cambré, ou est-ce que c'est la puissance qu'il met dans ses coups? Et comme le rappelle le GOAT Matthew Willis avec ce graphique via Tennis Insights, on le rappelle hein, quand même, mais Arthur Fils, vous le voyez ici, il a le coup droit le plus puissant en termes de vitesse, mais aussi celui qui a le plus de spin. Vous le voyez, c'est un coup droit qui est absolument terrifiant, qui est plus fort que Alcaraz, qui est plus fort que celui de LHK, qui est plus fort que le lance-patate Fonseca, mais ça veut aussi dire que ton corps, tu le sollicites à 110%. Alcaraz justement hier soir qui est passé à 2 doigts d'un 5e set contre Dzumhur, c'était plus Dzumhur à partir de la fin de la 3e manche, c'était Novak Djokovic. Voilà, c'était Prime Novak en face, avec un joueur qui se déplaçait dans tous les sens, avec un toucher absolument remarquable. Il a volé des points même à Carlitos dans ce secteur, c'était incroyable, et puis il lui a mis des punchs, des ogives, et je trouve que Carlitos a été très bon, franchement, pour résister à la vague, pour tanker ça, et terminer le boulot en 4 manches, parce qu'il y avait clairement un petit potentiel à un moment donné, hein, à accident. 2, 4 et 2. Une démonstration de la part de Draper qui a été phénoménale. Cet après-midi, là, contre Fonseca, je sors à peine du match. Je trouve qu'il a livré une performance grandiose. Alors attention, on va le détailler, hein, mais c'est un match-up qui est assez favorable à Jack Draper sur plusieurs points spécifiques. Mais d'abord, j'ai envie de parler de la transition, de la défense. En fait, il était partout, hein, Jack. Alors qu'on pouvait douter un petit peu de ses capacités à se déplacer, à transitionner, là, je trouve que sur ce match, il a été parfait. Mais aussi parce que Fonseca l'a beaucoup gardé dans le centre du court, je trouve. Il a commis cette erreur, cette impair. On va parler aussi du service côté avantage qui a été très important dans cette partie. Et du coup, on a eu ce Fonseca qu'on connaît, qui a tendance à surjouer. Il a 3 coups gagnants, 16 fautes directes sur le premier set. Le Britannique qui s'est gavé, qui a dérouillé le service de la pépite brésilienne avec à chaque fois qu'il était en position à l'intérieur du court, on l'a vu distiller ses merveilleuses amorties. C'est un coup qu'il maîtrise très bien. Alors je vous parlais du service, on va isoler quelques instants cette séquence parce que c'est aussi la séquence qui a fait briller Rafa pendant quasiment toute sa carrière sur terre battue, c'est le service kické côté avantage. C'est un service que Fonseca adore, il aime prendre son temps comme ça ici, envoyer un gros kick et derrière prendre le jeu à son compte avec son coup droit et terminer que ce soit côté ouvert ou sur le contre-pied. Là en fait ce qui s'est passé c'est que il le savait, servir kicker sur le coup droit de Draper, ça aurait été du suicide absolu. Il a un petit peu fait mais à chaque fois il s'est pris des bananes flambées hyper longues et des transitions derrière. Donc en fait on a vu un Fonseca qui a essayé de beaucoup servir sur le revers mais qui par conséquent a maintenu Draper au centre. Et donc c'était un petit peu la quadrature du cercle pour lui cet après-midi. L'autre secteur qui a pêché dans le jeu de Joao, c'est le retour de service cataclysmique. 93% de réussite derrière sa première pour Draper, 61% derrière sa seconde. Il a été absolument incapable de renvoyer avec maîtrise les services de Draper. Et on a tous vu la différence entre Fonseca, aspirant champion, 18 ans,
un joueur qui va être top 10 d'ici un an et demi, ça c'est franchement, il n'y a aucun doute là-dessus. Et en face, Draper, top 5, un des 3-4 meilleurs joueurs de la saison qui joue à un niveau incroyable. Et là, Fonseca, en fait, il a surjoué, quoi. Il est tombé face à un mur et on a vu toutes les limites actuelles de son jeu. Il y a eu juste un tout petit moment chaud ici sur ce jeu, le 10e de la deuxième manche, avec 2 balles de débreak pour Fonseca qui ont été royalement écartées par Draper. Il y a eu un ace sauté et ici, un +1 derrière une deuxième balle qui va être monstrueux, sur lequel il va juste terminer en 2 temps. Et le pire pour Fonseca, c'est que à chaque fois, les rares fois où il a essayé de tenter quelque chose de différent, de varié, comme ici par exemple, hein, il y a un petit slice, c'est intéressant pour voir un petit peu ce qui va se passer. Et bien derrière, on a Draper qui avance de 50 cm, qui vient déposer une petite amortie ici, et qui vient te dégoûter le Joao. Avant de basculer sur Sinner, un petit mot rapide sur Ethan Quinn qui m'a beaucoup plu sur ce tournoi. Alors certes, il se faufile grâce à l'abandon de Grigor Dimitrov au premier tour, il était sorti des qualifs, on se souvient à Barcelone, il avait particulièrement gêné Alcaraz dans la deuxième manche, c'était allé au tie-break du deuxième set. J'aime beaucoup ce joueur parce qu'il y a une facilité, il y a une fluidité sur le coup droit. Il est cornaqué par Brad Steen, qui est aussi le coach de Tommy Paul. Il est très proche de Tommy Paul, il a 21 ans. Il tente sa chance là sur le circuit principal. Brad Steen, que vous voyez juste ici sur cette capture d'écran, ancien coach de Jim Courier dans les années 90, d'Andrei Medvedev, de Tommy Paul actuellement. Et j'aime bien cette espèce d'énergie qui accompagne le tennis US actuellement, avec Tiafoe qui s'est qualifié, avec Shelton qui jouera aussi Carlos Alcaraz. On a vraiment une saine émulation qu'on aurait bien à voir dans le tennis français. Mais quelques péchés de jeunesse sur cette partie pour Quinn, et on sentait que Griekspoor était un peu plus préparé à 28 ans déjà pour son premier 8e de finale en carrière en Grand Chelem. Allez, on avance sur Jannik Sinner qui nous propose depuis le début du tournoi une nouvelle position au service. C'est super intéressant. Ça nous montre aussi à quel point ce gars est un chercheur inlassable, infatigable. Il avait modifié sa position au service en 2022 au Queens. On sait qu'il travaille toujours sans relâche sur sa raquette, ajouter des petits poids, tenter des modèles différents. C'est un gars qui veut constamment s'améliorer et c'est une vraie leçon, quoi. C'est une vraie leçon, ça montre que le gars il est numéro 1 mondial, il sait que s'il progresse pas, les autres derrière vont le récupérer, et particulièrement Carlos Alcaraz. Alors qu'est-ce que fait Jannik Sinner concrètement dans cette position? Vous le voyez ici, on a un pied en avant, une jambe en avant et une jambe en arrière prête à impulser. Ça, c'est une position que vous connaissez peut-être, c'est la position de Kei Nishikori. Et pour référence, pour vous, vous le voyez, là on est à l'Open d'Australie en début de saison, on a un Jannik Sinner qui a cette position extrêmement équilibrée, très neutre, à la Novak Djokovic, avec un petit bond en avant, précisément au moment de l'impact du service de Alex de Minaur. Ici, vous le voyez, on a la raquette qui vient frapper la balle, et là c'est Sinner qui s'active, qui fait un petit bond de quelques centimètres, et qui ensuite va se diviser, choisir son côté. Alors habituellement, Novak il est quand même beaucoup plus collé à la ligne, c'est vraiment une position d'anticipation et de réflexe et d'œil. Même position ici à Rome en finale contre Carlos Alcaraz, il n'avait pas encore modifié cette position-là. Ok, on revient sur notre exemple à Roland-Garros cet après-midi, donc l'idée derrière ce retour de service de Jannik Sinner, déjà c'est d'impulser la course avec le pied gauche, voilà, remonter le court et être beaucoup plus agressif, et être prêt aussi, quand tu es pas dans une position complètement parallèle, prêt un peu plus facilement à t'orienter vers un côté. Ici, c'est le revers, il va envoyer un cachou. Et le dernier point qu'on va observer particulièrement sur ce Roland-Garros de Jannik Sinner, ce sont les transitions, les moments défensifs, les transitions défense-attaque. Je trouve qu'il a été juste écœurant cet après-midi face à l'EHK, avec ici un coup droit délicieux, et derrière, là vous le voyez sur le pied droit, hop, on impulse immédiatement la course pour regrappiller du terrain, se retrouver à 1 mètre de la ligne de fond et continuer l'agression. Franchement, quand vous regardez ce gars se déplacer, c'est novakien. On se termine les bébous des îles avec le coin prono sponsorisé par les Winamax de Winamax. Vous avez toujours ce lien en description et en commentaire épinglé mon offre muy especial, 100 € en cash remboursé au maximum pour tout premier pari sur le site. Vous avez également le code promo SV10, offre exclusivement réservée aux adultes. On enchaîne donc, ce sont les débuts des 8e de finale à Roland-Garros demain. Alors il n'y aura pas le Sinner Rublev, ça c'est lundi, mais Popyrin Paul, alors ça c'est une petite dingue parce que Paul, 2 énormes matchs en 5-7 dans le calbar. Le profil de Popyrin, c'est pas un profil de limeur, donc je ne pense pas qu'on aura des échanges maxi longs, mais ça peut quand même encore être une fois un match âpre avec 4-5-7. Je comprends la cote à 1,56 de Tommy Paul, j'ai quand même envie de mettre le set de Popyrin avec une victoire de Tommy Paul sur la fin, parce que le mec est manifestement insubmersible malgré des problèmes aux abdominaux. Le Alcaraz Shelton, alors ça c'est intéressant toujours, est-ce que Carlitos va lâcher un set face à la surpuissance de Shelton en plein après-midi?
pourquoi pas, ça peut être une option pour vous. Le Tiafoe Altmaier, Tiafoe qui a dit juste avant le tournoi, je jouais comme une demeure, là je commence à rejouer comme un dieu vivant. Ça c'est un énorme spot hein, pour aller en quart de finale. J'ai un tout petit peu plus confiance en Frances Tiafoe à ces hauteurs-là. Et puis le Lorenzo Musetti Roneux, alors attention, c'est en Night Session, je trouve que ça favorise le profil un peu attentiste, un peu défensif parfois de Lorenzo Musetti, et donc je vois l'Italien s'imposer. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures mon très cher Goth. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et mets-toi une petite baguette tradition, la fameuse. Là depuis le début du tournoi, on est à fond là-dessus avec un bon petit paysan breton en beurre.